Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont elles sont les faits saillants. Visite officielle du ministre de la Santé en Égypte. Également dans les titres, le CICR alerte sur la malnutrition galopante en Somalie. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette visite officielle du ministre de la Santé, Dr Jamal Maouki, en Égypte. Le ministre de la Santé a effectué une visite officielle au Caire sur invitation du ministre de la, du ministre de la Défense, ainsi que donc Monsieur Sedri Habsbi du 18 au 20 mai. Dans cet objectif, une forte délégation de l'armée égyptienne conduite par le général Mustafa Hassan Youssouf s'était rendue à Djibouti en octobre 2016 afin d'évaluer sur le terrain la contribution que les forces armées pourraient apporter au système de santé de Djibouti. Il s'agit notamment de contribuer à renforcer la mise en place d'un hôpital mère enfant au sein de l'ancien centre hospitalier Boufar. À cet égard, les deux ministres ont longuement discuté des moyens de parvenir à une meilleure coopération sur le plan technique et administratif. Le ministre de la Défense égyptien a proposé d'envoyer une équipe technique pour mieux analyser les besoins en matière de personnel médical, paramédical et équipement dans le cadre de l'opéralisation de cet hôpital. Et après donc la tournée d'Adeilou, la délégation ministérielle composée du ministre de l'énergie Younis Ali Guedi et le ministre en charge de la décentralisation Hamadou Mohamed Arami s'est rendu dans le village de Ronda pour s'enquérir des difficultés que rencontre la population locale. À leur arrivée, la délégation a été accueillie par les sages et les élus qui leur ont présenté leurs doléances. La délégation conduite par le ministre de l'énergie qui vient de mettre en place à Adeilou un comité de gestion sur la centrale solaire a tenu à rencontrer le comité des femmes caissières de Ronda en vue de capitaliser sur leur expérience. La délégation a félicité les membres du comité pour leur action de bénévolat et leur gestion performante connue dans la région. Les responsables du village ont mis l'accent sur le dysfonctionnement de la mini-centrale solaire qui entraîne donc non seulement des problèmes d'électricité mais aussi de l'approvisionnement au nom du village. Ils ont aussi soulevé le problème de 3 forages dans la fourniture en gasoil. Le ministre de l'énergie Younis Ali Guedi et celui de la décentralisation ont promis d'apporter donc des solutions aux problèmes rencontrés par les villageois. À Addis Abeba, cette fois dans l'après-midi d'hier, le secrétaire général de la jeunesse et au sport, Mohamed Ahmed Farah, en compagnie du directeur de région Abdi Sow et plusieurs hauts responsables ont parrainé la finale de la Ligue de handball interrégion du Sud au gymnase d'Addis Abeba. Et c'est donc dans ces finales interrégions du Sud se sont confrontées les régions d'Addis Abeba et de Dikil après l'élimination des formations d'Arta. Chez les filles, les battantes donc okariennes ont remporté la victoire sur le score de 8 buts à 4. Les garçons donc ne sont pas montés donc aussi saillants que leur sœur, dès qu'il s'est incliné face aux joueurs donc de Assajouk sur le score serré de 14 buts à 11. Le secrétaire général Mohamed Ahmed Farah a félicité l'ensemble des participants à ces compétitions et a salué leur performance dans le sport. Et a mis également l'accent sur l'importance que revêtent ces compétitions et a souhaité voir ces jeux s'étendre vers les autres régions. Le préfet Mohamed Ouabari s'est félicité lui aussi des performances des jeunes handballeurs, tous genres confondus, et a salué la victoire des équipes gagnantes. Enfin, les deux responsables ont remis donc aux compétiteurs et compétitrices des trophées. Vous aurez donc les images dans notre édition de ce soir. Et dans notre dossier de ce 15h portera sur la situation de l'enseignement à Djibouti, un témoignage qui nous est fait avec donc l'un des premiers professeurs djiboutiens. Regardez.
Population estimée à plusieurs centaines de milliers, les habitants de la République naissante de Djibouti ont pris leur destin en main. L'indépendance de Djibouti a donc été proclamée solennellement par les pères fondateurs au sein de l'hémicycle dans la soirée du 26 juin en présence de tous les leaders, avec une dernière présence des représentants de la France. Le 27 juin mis à 0 heure, considérant la volonté populaire exprimée le 8 mai 1977, l'indépendance nationale est proclamée. La République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine, est proclamée. Notre longue attente vient de prendre fin. La République de Djibouti est née. Enfin, notre peuple est libre et Djibouti. Après les festivités du 27 juin 1977 qui ont duré toute la journée, aussitôt la souveraineté acquise, la République de Djibouti est devenue membre de l'ONU, de l'OUA et de la Ligue arabe. C'était une garantie politique. L'accession à l'indépendance était bien capitale, mais il fallait coûte que coûte gérer le quotidien et diriger les premiers pas de la jeune République. Le dernier représentant de la puissance coloniale, M. Doronano, a quitté Djibouti le 28 où il a été raccompagné par Hassan Goulet, devenu premier président de la République quelques heures plus tôt jusqu'à l'aéroport. Une fois passée l'euphorie des festivités d'indépendance, la population devrait retrousser ses manches et consentir d'énormes efforts dans tous les domaines sur le chemin de développement. Pour vous faire découvrir la situation de l'enseignement en 1977, nous avons retrouvé l'un des premiers professeurs djiboutiens. Il s'agit donc du premier professeur de français principal du 16 de Tadjoura, M. Hassan Chirim. En 1977, j'avais déjà commencé à travailler. À cette époque, il y avait un cadre d'instituteurs, mais pas celui des professeurs. Pour la simple raison que nous avons hérité à l'indépendance de quelques universitaires, dont 2 médecins et une dizaine de professeurs, et certainement quelques universitaires également. Lorsqu'en 1967 je me suis présenté au BPC, je me rappelle exactement, nous étions 103 candidats, dont 80 Français et 23 Djiboutiens. À cette époque, maintenant il y avait une politique coloniale qui faisait qu'arrivé à un certain niveau, on nous offrait du travail et on encourageait les jeunes à rentrer très vite dans la vie active. Ce qui fait que cela explique pourquoi en 120 ans de colonisation, il n'y avait que quelques personnes qui avaient fait des études universitaires. Le premier groupe de Djiboutiens qui sont partis donc, pour faire des études en France, c'est à peu près en 1970. Et c'est entre 1970 et 1977 qu'il y a eu quand même quelques universitaires qui sont rentrés. Dès que l'indépendance est arrivée, mais avec l'indépendance, il y a eu ce qu'on appelle l'africanisation, et je me suis retrouvé 2 ans après avoir enseigné seulement, principal de CES à Tadjoura. Nous avons pris en charge avec mes collègues, étant donné que les coopérants ne pouvaient pas aller dans le nord, tous les professeurs djiboutiens ont été réquisitionnés et j'ai dirigé le premier CES djiboutien, mais entièrement, comme on appelle, pris en charge par les Djiboutiens. Donc les professeurs étaient djiboutiens, et moi-même j'étais le directeur, et donc c'est en 1978 que nous avons fait cela. Oui. Aujourd'hui, à presque 66 ans passés, à donner encore des cours de formation parce que j'aime beaucoup ça. Et c'est pour ça que souvent, c'est une boutade, je dis qu'il y a les fonctionnaires, mais que les enseignants, ce sont des actionnaires de l'État. Depuis 1977, l'éducation a fait un grand progrès avec des milliers d'élèves qui passent le baccalauréat et les diplômes universitaires, et les enseignants sont exclusivement en majorité des Djiboutiens.
Toujours dans le cadre de la célébration de l'indépendance, la caravane du 40e anniversaire a célébré hier après-midi à la plage de la Siesta cet événement patriotique. Dirigé par le Comité national d'organisation des activités du 40e anniversaire de l'indépendance, cet événement s'inscrit dans le cadre du vaste programme des festivités du quarantenaire de la République de Djibouti dénommé Jubilé d'Émeraude. Ces spectateurs, pour la plupart des jeunes, suivaient avec un regard admiratif les acteurs dont les artistes Guessot, Abdo et Saïd Hilem qui interprétaient des morceaux de chants patriotiques et témoignant de la lutte pour l'indépendance. Tout au long de ce programme d'animation, public et organisateurs assistaient à une ambiance de fête qui prenait de plus en plus d'ampleur. L'un des moments forts de cette caravane était sans doute lors des jeux questions-réponses présentés par l'artiste animateur M. Fath Ismail, plus connu sous le nom de Acho, et pour chaque bonne réponse, un cadeau était à gagner. Et dans le cadre toujours des préparatifs et des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance nationale, la mairie de la ville de Djibouti, en étroite collaboration avec le comité d'organisation nationale, a lancé dans l'après-midi d'hier une tournée d'information de sensibilisation sur les préparatifs de la fête nationale au CDC de Hadjididi. Sous l'organisation des élus locaux de quartier 1 et 2, la maire de la ville de Djibouti fut chaleureusement accueillie par une foule immense. À cet effet, les dits donc du peuple, Madame Fatouma Awali Ousmane, après avoir reçu donc le mot de bienvenue de la part du président de l'annexe, Mohamed Saïd, qui est aussi un élu local, a bien souligné l'importance de cette journée qui est donc à porter sur le rôle donc très éminent pour faire participer la majorité de la population djiboutienne. La fête donc grandiose, celle de la souveraineté nationale. Fatouma Awali Ousmane, la maire de Djibouti, a profité de l'occasion pour lire la Fatiha aux braves martyrs qui ont sacrifié leur âme donc pour le peuple djiboutien puisse donc se libérer de l'oppression coloniale. Enfin, pour assurer ces centaines de personnes qui sont donc venues acclamer, ont évoqué des problèmes ou relaté les doléances. La maire de la ville de Djibouti a rappelé que son cabinet est ouvert chaque mercredi pour accueillir le public et que ses portes sont ouvertes pour tout le monde. La région de Tadjoura a organisé la 12e édition du défi lecture pour la participation du CRIPEN et de l'UNICEF. 4 écoles de zones reculées, 3 des zones littorales et 3 écoles du chef-lieu ont été sélectionnées. Le concours a porté sur 5 œuvres et 20 contes. La finale a été remportée donc par l'école de Tadjoura 3. Et toujours dans le cadre des festivités du 40e anniversaire, l'association de protection de l'environnement présidée par la présidente Madame donc Madina Saleh a organisé une semaine d'action communautaire dans la ville de Tadjoura. Des actions de sensibilisation, de la protection de l'environnement, ramassage des ordures, assurant donc au passage la propriété dans tous les quartiers de la ville de Tadjoura, dans différents quartiers, avec une forte participation de la présidente de l'association, donc à remercier tous les participants de cette semaine. Et l'OIM, en partenariat avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a organisé hier soir au CDC de PK12 une soirée de sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière. On prit part à cette soirée la conseillère technique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le chef de mission de l'OIM, la chef de programme senior de l'OIM, l'artiste donc auteur responsable du quartier ainsi que de nombreux jeunes. À cet effet, un sketch présentant le thème de la soirée a été joué par les acteurs, pour la plupart amateurs, mais qui ont néanmoins su capter l'attention de la foule qui a suivi avec intérêt le message véhiculé par ceux-ci. Petits et grands ont donc quitté la soirée la tête pleine et partageant donc sur les scènes les plus marquantes.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Somalie, le CICR alerte sur la malnutrition galopante. La situation humanitaire ne s'améliore pas en Somalie malgré le retour des pluies. Le spectre de la malnutrition reste omniprésent dans le pays auprès de larges franges de la population. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, le nombre d'enfants admis dans des centres de santé comme celui-ci dans la ville de Baidoa ne cesse d'augmenter malgré la fin de la sécheresse. Ce que nous avons vu dans les centres de malnutrition ne souhaiteront pas, comme le centre de Kismayo de Baida est presque le double du nombre d'enfants admis dans les deux centres, qui résulte clairement de la grave crise alimentaire qui affecte actuellement la Somalie, estime donc le directeur des opérations du CICR. La situation est encore plus alarmante dans le pays, indique toujours le CICR, qui avance que le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition a augmenté de 80% à travers l'ensemble de ces centres dans les pays. Donc le superviseur du centre de nutrition de l'hôpital se félicite du travail néanmoins accompli par les équipes qui accomplissent déjà au quotidien. Les pluies ont commencé donc en Somalie au cours de la première semaine d'avril, mettant un terme à la sécheresse, mais le pays souffre encore de pénurie alimentaire et connaît une propagation du choléra avec plus de 20 000 cas déjà enregistrés. Le Comité international de la Croix-Rouge dit attendre quelques 617 millions de dollars pour pouvoir contenir l'urgence humanitaire que posent ces nouveaux développements. Voilà, c'est tout pour cette édition de 15 h. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour le focus de l'après-midi. تويوتا شركة أرحت هايته تنتامه معاني كمدت سيدا ما تحتس حسيه أرحت هايتي توه بول 1000 كيلومتر أكيكي سيدي حسنته جارانتي أكيتك جبوتي النهر سدا ماريل اوتوموتيف شركة تويوتا بوابري سيدي حسنته جارانتي كي بول 1000 كيلومتر أرحت هايتي TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. تويوتا شركة أرحت هايته تنتامه معاني كمدت سيدا ما تحتس حسيه أرحت هايتي توه بول 1000 كيلومتر أكيكي
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie consacrée au focus avec nous sur ce plateau. Hussein Aoulet, bonjour Hussein. Bonjour Fradous. Et nous allons parler d'Ebola. Des chercheurs américains ont trouvé donc des anticorps pour lutter contre la maladie. Oui, effectivement, Fardous, et des chercheurs américains ont découvert un anticorps qui neutralise les 3 principales souches de virus Ebola grâce à l'analyse du sang d'un survivant de la maladie. Cette découverte pourrait potentiellement ouvrir la voie aux premiers vaccins contre cette infection, alors qu'il n'existait pour le moment ni vaccin ni traitement commercialisé pour prévenir ni soigner le virus Ebola. De chercheurs américains ont découvert un anticorps riche des promesses. L'épidémie d'Ebola de la plus étendue a fait plus de 11 000 morts sur les 29 000 personnes infectées entre 2013 et 2016 dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Ces chercheurs ont pu déterminer que sur les 349 anticorps isolés dans le sang d'un survivant de l'infection lors de la dernière épidémie, pouvaient bloquer toutes les souches connues des virus Ebola dans des cultures de tissus humains au laboratoire. Merci Hussein pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.